Perfection génétique par Éric Vincent. Deux couleurs caractérisaient le paysage, le bleu d'azur, limpide, vierge de toute pollution visible, et le blanc, de l'immensité glacée. Le pôle Nord se parait parfois de quelques autres teintes, au gré des événements. Du gris lorsqu'une tempête de neige se déclarait, du rouge lorsqu'un ours blanc éventrait un phoque imprudent et s'en repaissait goulûment. Près du pôle géographique, nulle voix humaine ne rompait les hurlements du blizzard. Les Inuits et autres Lapons vivaient bien au-delà, près du cercle polaire, dans leur habitat traditionnel. Mais ici, au plus loin de la civilisation, les frontières n'existaient plus. Russie, Canada, États-Unis, Finlande ou Norvège, aucun État ne revendiquait la propriété de ces glaçons lointains. Personne n'était assez fou pour s'installer dans cette plaine infinie, figée pour l'éternité. Mais alors, quelle était cette tache sombre progressant à allure lente mais régulière sur la banquise? Les skis de fond glissaient avec légèreté sur la glace craquante. De temps en temps, le skieur changeait de direction, pressentant la présence d'une dangereuse crevasse, se fiant aux nuances de couleurs et à la disposition de la couche neigeuse sur le sol. Nicolas, cinquantenaire au visage buriné par le froid, connaissait le terrain par cœur, mais ne lui accordait pas la moindre confiance. À plus de 1000 kilomètres de la civilisation, la moindre erreur dans l'enfer blanc lui coûterait la vie. L'homme stoppa sa progression et reprit son souffle lentement, calmement. Il se débarrassa de quelques stalactites formées sur sa barbe naissante et releva prudemment ses lunettes de soleil. La clarté réelle jaillit comme un geyser islandais. Il prit quelques secondes afin de s'accoutumer à la luminosité. Le temps était exceptionnellement radieux, mais il n'ignorait pas qu'au pôle, il pouvait virer au cauchemar en quelques minutes, tout au plus une heure. Pour cette raison, chacune de ses expéditions était organisée de manière identique. Il organisait une sortie n'excédant jamais 48 heures, il signalait l'heure de son départ et celle approximative de son retour. Il s'équipait systématiquement d'une tente, d'un réchaud, de vivres, d'un duvet polaire, de vêtements de rechange et d'une arme de poing destinée à effrayer les ours épris de curiosité. Nicolas prit ses jumelles, fit la mise au point et scruta l'horizon de ses immenses yeux bleus. Ses cheveux blanchis prématurément le gênaient. Il les balaya d'un revers de la main. Il devrait songer à les massacrer lui-même, les soilons de coiffure brillant par leur absence dans les parages. Avec méthode, le skieur couvrit le terrain sur 360 degrés, ondulant de quelques mètres à l'infini, du moins jusqu'au plus loin autorisé par la focale de ses jumelles. Il cherchait une marque noire, bien en évidence sur la blancheur immaculée de la banquise. Son radar avait détecté quelque chute venue de l'espace. Brusquement, il trouva l'anomalie espérée. Un amas sombre, à quelques 200 mètres de sa position. Il sourit simplement et imagina. Bonne pioche. Des restes de météorites. Nicolas, ancien chercheur au CNRS, généticien de renom, talentueux, avait tout quitté sur un coup de tête et sur une proposition du Massachusetts Institute of Technology, le MIT. Depuis sa tendre enfance, cet énergumène avait brillé par son intelligence, mais également par son caractère ombrageux, son goût pour la solitude sous toutes ses formes, son tempérament râleur, sa haine de la société de consommation, son aversion pour l'instinct grégaire de ses congénères, son dégoût pour les femmes, les hommes, les gosses et les animaux, à deux ou à quatre pattes. Plus misanthrope, plus sauvage, plus insupportable que lui, c'était introuvable. Son boulot de chercheur en génétique au CNRS lui avait convenu durant de longues années, mais au fil du temps il s'était muré dans le silence. La simple obligation de saluer ses collègues le révulsait. Les embouteillages du matin, les voitures, la pollution, les prix des denrées s'envolant, les impôts, les gouvernements, les guerres, les discours, tout déclenchait d'interminables céphalées, d'irrépressibles vomissements, chaque jour de son existence. Et puis, à l'aube de ses 45 ans, il y avait eu ce mail loufoque d'un certain Ashley Bradford. Cet Américain, mécène d'un grand laboratoire pharmaceutique auprès du MIT, proposait un poste dangereux à quelques grands scientifiques de renom. Le boulot consistait à s'installer durablement au pôle Nord, à récolter des météorites ou des fragments, à en déterminer la composition et à y rechercher des traces bactériennes. Le savant mènerait ses recherches de manière autonome dans un laboratoire perfectionné aménagé à même la glace. Malgré un salaire alléchant versé sur un compte bancaire bloqué, les occasions de dépenses se faisaient rares dans le Grand Nord, les candidats présélectionnés ne s'étaient pas bousculés pour relever le challenge. Le contrat plongerait le scientifique dans 10 ans de froid glacial descendant jusqu'à -70 degrés, dans 10 années de célibat, de solitude, de folie.
Il serait simplement tenu de rendre compte de ses travaux par transmission informatique. Son seul véritable contact avec la civilisation serait une radio à utiliser en cas d'urgence. À vrai dire, seul Nicolas correspondait au profil d'ermite nécessaire pour ce job de dingue. En toute logique, le généticien avait accepté même si les bactéries n'étaient pas vraiment son rayon. Clac firent les fixations sur la pointe des chaussures. Le scientifique reprit sa marche tout en glissade. Il pressa le pas, flairant un changement météo dans les heures à venir. Il avait le nez pour ça. Son objectif toujours en tête, il reprit ses bonnes vieilles habitudes. Jeter un œil sur sa montre à intervalles réguliers. Le thermomètre électronique chutait d'1 degré toutes les 3 minutes, bien que le soleil brille toujours autant. Merde, le blizzard s'amène. Il parvint enfin sur le secteur l'intéressant. Récolter des fragments de météores sur la banquise s'apparentait à un jeu d'enfant. Les roches noires sur fond blanc sautaient aux yeux. Il s'abaissa et dissémina les morceaux calcinés par l'entrée brutale dans l'atmosphère. Il sortit des boîtes stériles et plaça quelques échantillons à l'intérieur. Un morceau plus gros attira son attention. Il n'avait pas de quoi le transporter dans un environnement stérile. Tant pis, songea-t-il, ce serait dommage de laisser une pareille pièce. Il s'en empara et la plaça dans un compartiment de son sac à dos, non sans difficulté. La pièce s'effrita quelque peu, de minuscules morceaux tombèrent sur le sol glacé. Ils furent aussitôt balayés par le vent. Un souffle glacial siffla un air lugubre. Nicolas frissonna. Moins 45 degrés. Le froid n'expliquait pas tout. C'était autre chose qui lui faisait froid dans le dos. Le vent. Il lui semblait entendre des voix, des mots dans les hurlements du blizzard naissant. Il secoua sa tête, reprit ses bâtons de ski et se lança sur la glace craquante. Le vent s'intensifia et devint plus habité. Fichu météo totalement imprévisible, ronchonna Nicolas, chassant ses idées curieuses. Nicolas n'avait pas pu rejoindre le laboratoire situé à 1 heure de ski. Au bout de 10 minutes, le vent s'était intensifié, le ciel s'était couvert brusquement, les nuages surgissant de nulle part. La neige s'était mise à tomber en rafales, fouettant le visage du scientifique, le contraignant à stopper sa progression. Tout était allé très vite, Nicolas étant rompu à ce genre d'exercice. Il avait posé son sac, monté sa pelle et son piolet. Ensuite il avait attaqué la glace, creusant et pelletant avec la régularité d'un métronome. Il avait détaillé un rectangle de 2 mètres sur 1, d'une profondeur de 50 centimètres. La glace pilée était concentrée pour faire barrage au vent, Nicolas priant le ciel que son sens ne change pas au cours de la tempête, ce genre de farce météorologique conduisant à un ensevelissement fatal. Le généticien avait monté la tente individuelle dans le trou improvisé en moins de 4 minutes, l'avait fixé avec des piquets crantés d'une bonne longueur et y avait trouvé refuge. Il était temps. Les nuages étaient si épais et la neige si abondante que la visibilité était nulle. Une fois à l'intérieur, il n'y avait plus qu'à attendre. 4 heures, 4 jours, les tempêtes étaient capricieuses. Dans son sac, il avait environ 4 jours de nourriture et du café pour une semaine. Il sortit son réchaud à gaz. La cartouche était pleine, sécurité oblige. Chaque mois, un C-130 de l'armée de l'air larguait un conteneur renfermant tout son nécessaire pour les 30 jours suivants. Nourriture, vêtements, lessive, produits de toilette, produits nécessaires à ses études, quelques souris ou rats de laboratoire. Il détruisait les rares revues de culture générale que ses mécènes croyaient bon d'inclure dans son pactage. Il refusait de contaminer une nouvelle fois son esprit avec toutes les saletés du monde moderne. Il aurait suffisamment à combattre lorsque l'heure du retour à la civilisation sonnerait. Dans 5 ans. Il chassait cette idée, espérant que la mission serait prolongée et que cet espace inhospitalier aux yeux du monde serait son tombeau. De la glace fondait lentement dans la casserole. Il profitait de la chaleur pour réchauffer ses mains transies par le froid. Le vent hurlait de plus belle, jouant sur les fréquences, modulant ses sifflements, donnant l'illusion qu'il transportait des voix lointaines. Alors que l'eau entrait en ébullition et qu'il s'apprêtait à verser une bonne rasade de café soluble, Nicolas suspendit son geste. Le vent jouait une mélodie. Le scientifique ferma les yeux et les ouvrit à plusieurs reprises, persuadé que son esprit lui jouait un sale tour. La fatigue, la solitude prolongée? Il en doutait. Bien qu'il n'apprécie pas les déchaînements du temps, il aimait la solitude absolue. En 5 années, il était servi 2 fois de la radio, contraint et forcé par 2 crèves carabinées nécessitant l'envoi d'antibiotiques particuliers. Malgré la fièvre frisant les 41 degrés, il avait tenu bon, avait récupéré son colis, s'était soigné et n'avait pas abandonné. Sans le savoir, il faisait l'admiration du MIT, mais pour lui, c'était le job en or, sans hiérarchie,
sans contrainte externe, préservé des salissures de la civilisation. La mélodie s'évanouit lentement, comme si l'orchestre et les chœurs s'éloignaient de lui. Il lâcha la dose de café dans la casserole, brassa pour répartir le breuvage et coupa le réchaud à gaz. Il valait mieux économiser et se montrer patient. Il but le mélange aussi brûlant que possible, profitant des moindres joules de la mixture. Il dégagea son poignet pour lire le thermomètre. -5 degrés. C'était acceptable. Il déplia son duvet, retira ses chaussures, ses chaussettes et les aéra au maximum afin qu'elles sèchent. Il retira son blouson, son pantalon matelassé pour ne garder que son caleçon, ses sous-vêtements et son polaire. Au prix de quelques contorsions, il parvint à se glisser dans son sac de couchage prévu pour les raids extrêmes. Là, il trouva le sommeil rapidement. Le ciel s'était dégagé pour quelques heures. Le temps de plier bagages et Nicolas avait regagné ses pénates. Sa demeure n'avait rien d'un palace, mais tenait plutôt de la cage à lapins. Le laboratoire était un cylindre semi-enterré, d'un diamètre de 5 mètres, d'une longueur totale de 10 mètres. L'habitat était séparé en deux, une partie constituant le rez-de-chaussée, l'autre le sous-sol. Un radar, une parabole et une antenne radio dépassaient du toit. Ce dernier était entièrement couvert de cellules photovoltaïques et délivrait l'énergie nécessaire à la station. Durant la nuit de l'interminable hiver, l'électricité provenait d'une éolienne ancrée à une vingtaine de mètres de là. Les vents réguliers et terrifiants du Grand Nord assuraient le fonctionnement ininterrompu de la plus septentrionale habitation de la Terre. Deux lucarnes au verre épais apportaient quelques parcelles de lumière 6 mois de l'année et servaient de décoration l'hiver. Le sous-sol était consacré à l'étude, à la dissection des pierres, à la ménagerie et au stockage des produits dangereux. Le niveau supérieur abritait la pièce à vivre, une cuisine, un lit, une bibliothèque, un coin douche, toilette qu'il faisait régulièrement dégivrer, la réserve de nourriture, l'entrepôt du matériel d'entretien de la station, les pièces détachées et le laboratoire d'analyse informatique. Dehors, Nicolas entassait les innombrables containers largués par les avions ravitailleurs, créant une structure en nid d'abeilles destinée à lui servir de refuge en cas de grosse catastrophe. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire d'un scientifique à la démarche aussi rigoureuse, l'intérieur ressemblait à un immense capharnaüm. La vaisselle patientait depuis 4 jours dans l'évier en plastique, la poussière recouvrait les moindres meubles, les fringues traînaient aux 4 coins de la pièce. Quant aux livres, il y en avait davantage à l'extérieur que sur les rayonnages de la bibliothèque. Nicolas avait toujours adoré vivre dans le bordel le plus complet depuis sa tendre enfance. Cette affliction navrante avait repoussé irrémédiablement les rares connaissances féminines du scientifique. Il n'en avait pas pris ombrage pour autant. S'il était misanthrope, il était avant tout misogyne. La vaporisation des roches fondues dans le spectromètre délivrait ces courbes que le spécialiste était le seul à décoder. À la mine des confites de l'ermite, sa cueillette n'avait pas donné les résultats escomptés. Les chiffres s'affichaient, Nicolas grimaçait. Aujourd'hui, aucune bactérie transportée dans l'espace après l'explosion d'une planète. Et toujours pas d'acide aminé, prouvant définitivement l'existence d'une vie extraterrestre à des hordes de collègues scientifiques réfractaires à l'idée. Le logiciel produisit sa dernière courbe. Nicolas enregistra machinalement les informations, entra les latitudes et longitudes précises à la seconde près de la découverte, data et transféra ses conclusions rapides par Internet. Il arrêta l'ordinateur, il maugréa contre le sort s'acharnant contre lui. Il aurait pu perdre la vie bêtement pour quelques cailloux sans valeur. Il consulta sa montre, 2 heures du matin, et le soleil éclairait toujours comme à 15 heures. Il n'avait pas sommeil. Il n'avait quasiment jamais sommeil, et se foutait royalement des horaires. Il prenait son petit déjeuner à 14 heures, déjeuner à 6 heures, ou dîner à midi. Il passait d'une période où il ne mangeait pas du tout à une autre où il se gavait de chocolat et sucreries. Que faire? Prendre un bon roman et lire jusqu'à plus soif? Avaler un traité de physique quantique en se marrant un bon coup? La roche! J'ai failli oublier la roche! Mais je perds la tête, pensa-t-il en se détournant brusquement de la bibliothèque. Il fonça droit vers son sac à dos et le transporta jusqu'au sous-sol. Là, il verrouilla l'unique trappe d'accès, revêtit une combinaison étanche et se mit au travail. Il déposa la roche d'un diamètre de 30 centimètres au fond d'une cage en verre et s'assura de la fixation des différents outils à sa disposition. Puis, il brancha un tuyau d'aspiration destiné à recueillir les éventuels germes ou spores capables de se déplacer dans l'air. Laser ou petit marteau et burin, lança-t-il à haute voix, comme si quelqu'un pouvait lui répondre. Allez, marteau. Les batteries sont un peu faiblardes et le vent est tombé. Je vais tout pomper avec le laser. Il enfila ses mains gantées dans les opercules déterminés par d'autres gants.
Il assurait sa sécurité, mais également celle des citoyens du monde entier, en confinant toutes les choses qui pourraient s'échapper de ces roches. Il prit le burin, le plaça au creux d'une anfractuosité du météore et donna un petit coup sec avec le marteau. Il poussa un cri de peur car il ne s'attendait pas à ce que la pierre explose en 1000 morceaux en se répandant dans la cage. Nom de Dieu! Oh merde! Je viens de me coller la trouille du siècle, s'exclama-t-il. La frayeur laissa place à la stupéfaction. La roche calcinée et effriable dévoila une autre pierre, d'une toute autre nature. Son premier réflexe fut de songer à une supercherie monumentale, tant l'impossibilité de cette vision lui semblait une évidence. Je n'ai jamais vu un rubis d'une telle taille, s'étonna-t-il secrètement. Quelle pierre! Bon sang, d'où vient-il? Par quel miracle a-t-il pu atterrir au pôle Nord? Je suis pas un grand spécialiste de gémologie, mais j'aimerais bien savoir combien de carats fait cette merveille. Il vérifia l'atmosphère de la cage de verre. Elle était totalement stérile. Il extirpa le joyau, le déposa avec précaution sur une balance précise au centième de gramme près. Le chiffre s'afficha, 53 grammes et 80 centièmes. Il convertit mentalement en carats. 269. 269 carats, hurla-t-il en tournant en rond dans le sous-sol, se prenant la tête à deux mains, ne cessant de répéter le chiffre 269. 269, c'est pas possible. C'est le plus gros rubis du monde. Il doit valoir une véritable fortune. Non, c'est pas possible, Nicolas, réfléchis, il y a un truc louche, forcément. Il détailla la pierre taillée, chercha un défaut, une inclusion. Rien n'y fit. Il était parfait et parfaitement taillé. Et ce fut à ce moment que le scientifique débusqua l'anomalie. Bon sang, il est taillé, taillé comme les taillent les lapidaires terriens. Cette forme-là, oui, taillé à 74 facettes. Ce rubis n'est sûrement pas d'origine extraterrestre. Il serait brut et non façonné. Quelqu'un s'est amusé à récolter des débris de météores, les a agglutinés autour de la pierre, et a placé le tout sur mon chemin. Oui, mais pourquoi? La pierre est forcément fausse. Qui serait assez fou pour se départir d'un joyau que j'estime au bas mot à quelques dizaines de millions d'euros? À part un faussaire, l'homme se rua littéralement sur l'appareil électronique excité et intrigué par ce mystère. Il se débarrassa de son encombrante combinaison et s'installa face à l'œil perçant. Il alluma le moniteur, plaça la gemme, l'éclaira et observa le résultat. Son observation scrupuleuse lui soutira des séries de « c'est pas possible !» alors qu'il ne découvrait pas la moindre micro-anfractuosité dans le cristal rouge. Tout à coup il stoppa ses manipulations, tombant en arrêt devant un détail spécial. Il zooma sur la zone jusqu'au plus fort grossissement. Il fixa le moniteur sans pouvoir détacher son regard. Non mais c'est pas possible, je rêve. Nicolas, tu rêves, tu rêves. Oh bon sang, je rêve pas. Des cellules, elles sont vivantes. Allez, voilà, t'excite pas comme ça, mon vieux. Il s'agit sûrement des restes d'une mouche préhistorique. Allez, je vais en avoir le cœur net, tant pis pour la pierre. Il décida d'effectuer un trou minuscule au laser afin d'accéder à la minuscule cavité et de prélever une infime quantité de cellules. Ensuite, il analyserait l'ADN de cette bestiole et balayerait ses frêles espoirs de fantastiques découvertes. Il colmaterait la brèche à l'aide d'une résine spéciale. Aux yeux du monde entier, le joyau demeurerait le plus beau et le plus gros rubis, tandis qu'il perdrait quelques centaines de milliers d'euros au regard des spécialistes. Il choisit de taire sa découverte. Il voulait être fixé avant de transmettre la moindre information. L'ordinateur moulinait depuis des heures, presque 24. Nicolas somnolait sur son lit constamment aéré puisqu'il ne le faisait jamais. De temps en temps il ouvrait un œil en direction de l'écran, volontairement déplacé dans son champ de vision. À chaque fois il s'étonnait un peu plus. Mais qu'est-ce qu'il a ce foutu engin? 100 millions de gènes, il devrait les identifier en quelques secondes. Il a chopé un virus ou quoi? La machine travaillait pourtant, affichant de temps en temps un nouveau pourcentage de progression dans le décryptage du génome extrait des cellules. Nicolas avait retiré l'amas de cellulaire ressemblant à un embryon de stade très peu avancé. Il avait prélevé quelques cellules pour les analyser et avait immédiatement plongé le reste dans l'azote liquide afin de le conserver. Tout s'était déroulé comme prévu, jusqu'à ce que l'ordinateur fasse des siennes. Le scientifique avait redémarré la machine à plusieurs reprises, croyant à un blocage.
Puis, pris de doute, il l'avait laissé tourner une bonne heure afin de vérifier si le travail d'analyse débutait. Le premier pourcentage n'était apparu qu'au bout de 15 minutes, ce qui était totalement insensé. L'analyse touchait à sa fin. Dans quelques minutes tout au plus, la machine inscrirait le chiffre 100 sur l'écran. Un sifflement désagréable lui vrilla les oreilles. Il se leva d'un bond et se rua sur le clavier. Il interromput l'émission de décibels d'un coup sec sur le clavier. Alors, lâcha-t-il à voix haute, terrestre ou extraterrestre? Il afficha le tableau des chromosomes. 23 paires de chromosomes furent décrites par la machine. Toutes identiques, sauf une paire. Oh zut, un embryon humain de sexe mâle. Nicolas était déçu. Il ignorait comment quelques cellules, résidus de fausses couches, avaient pu survivre dans un environnement extérieur, être incorporées dans ce rubis suite à des mouvements violents du sous-sol. Non, décidément, tout ceci puait la manipulation, le complot. Mais qui? Le MIT, trop pressé de le voir aboutir? Dans ce cas, il l'avait sous-estimé. Il disposait de tous les outils pour dévoiler le poteau rose. Il appuya sur une touche de fonction. Voyons s'il y a des choses intéressantes du côté des gènes. Au moins celui de la résistance pour avoir tenu à l'intérieur du rubis. Il entama la lecture et crut être victime d'une hallucination individuelle. Le premier groupe de chiffres était supposé fournir des informations d'ordre général. Une myriade de points d'interrogation s'inscrivait en lieu et place de la répartition habituelle. Mais un nombre spécial déclencha une crise d'hystérie chez le scientifique. 256 milliards de gènes? 256 milliards? Bordel, qu'est-ce que c'est que cette chose? Bon sang, d'où sortent tous ces gènes? L'ordinateur s'est planté, il n'y a pas d'autre explication possible. C'est pas possible autrement. Sur les milliards de combinaisons génétiques déterminées par l'ordinateur, la machine n'avait identifié formellement que 100 millions. Le reste était inconnu. 255 milliards et de grosses poussières de mystère. Nicolas réfléchit rapidement, la logique scientifique reprenant immédiatement le dessus. Ok, cette chose n'est pas terrestre. Le rubis est authentique, vient bien d'un point de l'univers à transporter ses cellules. L'extraordinaire complexité de ce génome prouve qu'il n'est pas humain, et qu'il a de quoi résister au froid d'espace et à l'échauffement de l'entrée dans l'atmosphère. Après tout, je connais pas de laboratoire industriel capable de produire des rubis artificiels de cette taille. Bon, je viens de découvrir une entité extraterrestre et du solide. J'ai réussi ma mission. Ouais, mais à quoi ressemble cette entité? L'ordinateur ne peut pas m'en donner une visualisation. Il manque d'informations. Comment savoir? C'est le moment de mettre mes bestioles à contribution. En attendant, silence sur toute la ligne. Le MIT peut bien attendre. Les bestioles de Nicolas n'étaient autres que des embryons de rats, de souris, de singes et de chiens qu'il conservait au sous-sol, juste au cas où. Justement, le cas se présentait. Un simple virus du rhume, banal mais adapté à la situation, servirait à transporter le matériel génétique et à le greffer sur les embryons. Le scientifique se hâta, poussé par la curiosité. 256 milliards de gènes. À quoi pouvaient-ils bien servir? Le virus du rhume avait rempli sa fonction comme un bon petit soldat. Il avait intégré les chromosomes d'une fabuleuse complexité. Mais la suite de l'expérience tournait invariablement à la catastrophe. Le virus porteur s'introduisait sur l'embryon, la multiplication cellulaire s'amorçait, s'emballait rapidement, et l'embryon explosait. Cette chose avait soif de croissance et dévorait le matériel porteur avec un appétit féroce. À la fin, le virus était anéanti et les cellules extraterrestres survivaient. Malgré ses immenses connaissances faisant autorité dans le domaine, Nicolas séchait. Il tournait en rond dans le sous-sol comme un ours en cage, cherchant désespérément ce que cachaient ces milliards de gènes. Normalement, quelques dizaines de millions étaient largement suffisants pour créer n'importe quel être complexe. Alors, ces milliards servaient-ils à créer une perfection génétique? Il grimpa à l'étage et fit chauffer de l'eau pour le café. Il pointa son nez contre une des deux minuscules lucarnes de son logement. Le temps était bouché, la poudreuse tombait avec force. Il n'avait pas déneigé depuis son retour. C'était imprudent et il risquait bêtement d'être emmuré par la neige. Il s'équipa chaudement, récupéra une pelle, un balai, et ouvrit l'unique porte donnant à l'accès extérieur. La neige s'engouffra dans le sas, servant également de local à ski. Il y avait plus d'1 mètre de neige durcie par le gel. Il enragea de s'être laissé prendre au jeu des analyses génétiques, sans songer aux vicissitudes du quotidien.
Pelletant comme un forcené, il commença par tailler une tranchée devant l'entrée, repoussant la neige sur les côtés. Il progressa lentement, créant une pente douce. Le vent glacial s'infiltrait partout dans ses vêtements, le mordant profondément jusqu'aux os. Le temps de se réhabituer à ces conditions extrêmes. Tout à coup, il suspendit ses travaux et tendit l'oreille. Il était persuadé d'avoir entendu du bruit. Plus précisément des clochettes, comme celles d'un attelage. Qui serait assez malade pour s'embarquer à bord d'un traîneau par une tempête pareille? Il reprit ses coups de pelle et s'arrêta. De la musique, un air. C'est dingue ça, songea-t-il immédiatement. Des voix se mêlèrent au son joyeux. Il tendit l'oreille, persuadé de distinguer des mots dans le vent. Viens, lança une voix. Il est temps, suggéra une autre voix, tandis que la musique jouait de plus belle, que les clochettes tintaient plus joyeusement. Vite, dépêche-toi, ils arrivent. Comme hypnotisé par ces mélodies multiples, jouant tout en même temps et distinguables malgré tout, Nicolas revint à l'intérieur du laboratoire et referma la porte. Le vent hurlait moins fort et les musiques se faisaient plus nettes. Les voix lui parlaient, l'invitaient à les rencontrer, à les apprécier et à se hâter. Jouant le jeu, Nicolas entama un dialogue surréaliste. « Mais qui arrive ?» lança-t-il à la cantonade. « Ils viennent te faire du mal. Viens avec nous, » répondit une autre voix avec un quelque chose d'enfantin. Nicolas se glissa au sous-sol. Les chants se faisaient plus joyeux, plus précis. Les rythmes étaient entraînants et apaisants. Les voix l'encourageaient, le guidaient, le rassuraient. « Viens. Oui, tu sais ce qu'il faut faire. Ils te veulent du mal. Tu sais ce que tu dois faire. » Comme si Nicolas lisait dans les pensées de ces voix, il s'approcha de sa table de travail. Il s'empara d'une seringue, monta une aiguille, remplit la réserve de liquide physiologique et planta la tige d'acier dans un tube contenant le virus du rhume au mystérieux matériel génétique. Les chants allaient crescendo, la musique emplissait son cœur, les voix l'encourageaient de plus belle, lui promettaient le bonheur éternel et lui garantissaient que c'était l'unique solution. Dans un ultime élan, il injecta le contenu de la shooteuse dans la veine courant au creux de son bras droit. Le silence, rompu par les hurlements du vent, revint instantanément dans le laboratoire. Puis, sentant la multiplication insensée du virus dans son organisme, se jetant sur la moindre cellule de son organisme, il perdit connaissance et s'écroula sur le sol. La seringue lui échappa des mains et atterrit dans la poubelle. Son corps fut agité de terribles convulsions dont il n'avait pas conscience. La transformation s'opéra. Le ciel était dégagé et le vent était tombé. La station était quasiment ensevelie par la neige. Nicolas émergeait d'un sommeil réparateur consécutif à une longue abstinence due à ses recherches. Assis sur le sol froid du laboratoire, il tentait de remettre de l'ordre dans ses idées. L'expérience n'avait pas échoué sur lui. Il était vivant alors que les embryons d'animaux n'avaient pas survécu à l'implantation des gènes. Pourquoi? L'espèce extraterrestre était-elle plus compatible avec l'espèce humaine? Il ne se sentait pas différent. Où étaient passés ces milliards de gènes? Allait-il muter en mouche comme Jeff Goldblum, le héros du film de David Cronenberg? Les sons reprirent. Ce ne pouvait pas être le vent. Des bruits réguliers, sourds, comme des frôlements d'air. Rien à voir avec les mélodies perçues lors de la tempête de neige. Il s'empara de sa paire de jumelles, sortit en trombe et scruta l'horizon. Une nuée d'hélicoptères approchait dans sa direction. Il identifia leur plaque d'immatriculation. Les Américains. Son sang ne fit qu'un tour. Il fonça dans le laboratoire et entra dans une rage folle, jetant à terre le moindre meuble, le moindre livre, le moindre élément de son univers quotidien. Attiré comme un aimant par le pôle magnétique, il se rua sur sa couche et arracha les boutons du matelas jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait. Un micro-espion. Plus enragé que jamais, guidé par un sixième sens, il retourna toute la pièce et s'en prit au sous-sol, découvrant d'autres micros cachés dans son ordinateur, dans la cuisine, dans la cage de verre servant à isoler les météorites. Le vrombissement extérieur devint bientôt insupportable. Une vingtaine de gros porteurs se posèrent sur la banquise, encerclant le cylindre du MIT. « Pourriture, ordure !» gueula-t-il à l'intention des militaires, agitant sous leur nez les preuves de leur espionnage continuel. Un homme de petite taille, brun, petite lunettes cerclées de métal argenté, un tic agitant son œil droit, sortit d'une machine volante. Ashley Bradford, le mécène, suivi d'une escouade de GIs, signait l'invasion.
Nicolas se rua sur lui avec la ferme intention de lui faire payer sa traîtrise. « Embarquez-moi ça, ordonna-t-il à ses boys. « Saleté, pourri !» commença le Français avant de recevoir un coup de crosse derrière la nuque. « Filez-lui une dose de somnifère, de quoi assommer un cheval. Unité 1, 2, 3, démontez-moi ce laboratoire pièce par pièce. Faites disparaître ce monceau de container. Coulez le tout avec la bombe au phosphore. Unité 4, prenez les ordinateurs, les CD-ROM, les disquettes, toutes les informations. Unité 5, occupez-vous des échantillons, du matériel d'analyse médicale, des cellules extraterrestres et du rubis. Vous avez 2 heures, exécution. À vos ordres, aboyèrent aveuglément les militaires. Les équipes se mirent immédiatement au travail. Telle une colonie de fourmis rouges cannibales, les soldats ravagèrent les lieux pour leur rendre leur aspect virginal, originel, sous l'œil agité mais attentif d'Ashley Bradford. Dans une aile secrète du MIT, une équipe de généticiens sous l'égide de Bradford analysait et prolongeait les travaux du Français. Ce dernier avait été mis au secret dans une des geôles de la CIA, un lieu inconnu de la plupart des membres de la célèbre agence de renseignement américaine. S'il n'avait pas été purement et simplement éliminé, c'était uniquement parce qu'il possédait peut-être des éléments que les chercheurs américains ignoraient. Lorsque les scientifiques auraient percé le mystère de ces 256 milliards de gènes, Nicolas ne leur serait plus d'aucune utilité. Cet homme, sans la moindre famille, sans la moindre attache familiale, disparaîtrait sans que son corps soit réclamé. Homme de l'ombre de la recherche, sa mise au vert de 5 longues années l'avait effacé des mémoires du CNRS et du milieu scientifique. Il incarnait le candidat idéal à juste titre. Comme leur homologue français, les scientifiques américains procédaient à des batteries de tests sur des cellules extraterrestres. Seulement ils disposaient de moyens infiniment supérieurs pour réussir et étaient animés de sentiments moins scrupuleux. Ils injectaient le fantastique patrimoine génétique dans des embryons humains, avec toujours aussi peu de réussite. Qu'ils soient humains ou animaux, les œufs ne supportaient pas le traitement et explosaient les uns après les autres. L'œil droit d'Ashley Bradford clignait avec une virulence accrue, trahissant son impatience. « Essayez sur un humain adulte, ordonna-t-il finalement à son équipe. « Un humain, vous n'y songez pas, rétorqua le chef de l'équipe. Si, prenez un condamné à mort, n'importe lequel, un costaud si possible, et injectez-lui cette fichue mixture. Prenez le virus du sida comme support, il résistera plus longtemps au traitement. Exécution. Oui, monsieur, s'inclinèrent les apprentis sorciers. Une fois seul, Bradford s'empara d'un bistouri tranchant, effleurant la lame, en appréciant l'affûtage. Il ne put s'empêcher de pousser sa réflexion plus loin. Ce satané français cache quelque chose, j'en suis sûr. Si l'expérience échoue, je l'interrogerai personnellement et il crachera le morceau. Il planta le bistouri sur la table sur 2 bons centimètres de profondeur. Ted McCarthy, condamné à mort pour le massacre de 10 élèves dans une high school de l'Idaho, n'avait pas supporté le transfert génétique plus de 15 secondes. Les restes de son corps, éparpillés dans tout le laboratoire, avaient été ramassés à la pince à épiler et fourrés dans des sacs poubelles pour être enterrés discrètement dans une fosse commune. Les plus puissants ordinateurs étaient incapables d'attribuer une fonction aux 256 milliards de gènes composant les cellules extraterrestres. Le rubis, analysé en dernier recours, paraissait en tout point identique à ses homologues terrestres, son fantastique poids mis à part. Son origine extraterrestre n'était pas certaine, même si son contenu tendait à prouver le contraire. Les hommes de science fonçaient droit dans l'impasse, et Bradford ne le tolérait pas. Muni d'une autorisation en bonne et due forme, d'une mallette contenant le nécessaire chimique, électronique et médical pour faire parler ce diable de français, Bradford s'était rendu à Langley, au siège de la CIA, dans l'aile réservée aux cas spéciaux que le gouvernement américain ne souhaitait pas voir traîner dans les rues. En s'introduisant à la section 7 du sous-sol 22 du bâtiment, accompagné par les agents Dempsey et Simpson, le généreux mécène du MIT éprouva une curieuse sensation de bien-être. Vraiment surprenant si on songeait à l'austérité des lieux et à la souffrance endurée par les prisonniers. Il se sentit d'humeur joyeuse, sans savoir pourquoi. Il se renfrogna, chassant cette détestable idée, contraire au comportement inhérent à son job. Il se pointa au poste de garde et balança aux militaires de faction sans formule de politesse. « Nicolas Thibault. » Le plus gradeux y jeta un œil sur le registre informatique. Il répliqua sur un ton sec. « Cellule 45. » Il déverrouilla l'accès au couloir des oubliés. Bradford s'engagea dans le conduit bordé de portes blindées, suivi de Simpson et Dempsey. Il nota les numéros de cellules, machinalement, mais un phénomène perturba son observation de manière croissante. Un air musical lui parvenait aux oreilles. « On diffuse de la musique pour les prisonniers maintenant ?» lança Bradford à ses chiens de garde. Les agents se dévisagèrent, incrédules. Dempsey répondit. Non, monsieur, pourquoi ? Vous n'entendez pas de la musique ?
On dirait un vieux chant traditionnel du genre que les morveux viennent brailler sous les fenêtres à Noël. Je n'entends rien, monsieur. Moi non plus, monsieur. Bizarre, répliqua Bradford. Ah, c'est lui 45. Laissez-moi seul avec lui. Vous êtes sûr, monsieur demanda Simpson. Il pourrait être dangereux. Où avez-vous fait votre service, Simpson questionna Ashley. Chez les Marines. Et vous, Dempsey? Idem. Moi, j'ai fait partie de la Task Force en Afrique du Sud durant 5 longues années. Ça vous va? Les deux autres ne pipèrent pas un mot. La Task Force représentait le corps d'élite le plus exigeant au monde. À côté d'eux, les célèbres bérets verts et les légionnaires français passaient pour des fillettes. Ils déverrouillèrent la porte et laissèrent Bradford avec le prisonnier. Mais le mécène comprit tout de suite qu'il y avait un énorme problème. Un vieux bonhomme ventripotent roupillait en ronflant comme un sonneur en lieu et place de Nicolas Thibault. Bradford se rua à l'extérieur et hurla. Sonnez l'alerte, le prisonnier s'est échappé. Quoi? Il y a un vieux rabougri à la place de notre homme. Vérifiez s'il n'a pas été transféré dans une autre cellule ou une autre section. Vite, bordel! Les agents Simpson et Dempsey exécutèrent l'ordre, non sans avoir vérifié les dires de Bradford. Non, il n'a pas été transféré, répondit une voix chaude, grave et légèrement éraillée. Oh, il n'a pas été transféré, répondit une voix chaude, grave et éraillée. Quoi? Fit Bradford en se retournant. Ils découvrirent le vieux bonhomme ventru, aux cheveux et la barbe blanchis par le temps. Ses pommettes saillantes étaient rouges, conséquence logique d'un abus de boisson alcoolisée, à moins que ça soit une trop grande exposition au froid. La musique reprit, comme si des haut-parleurs disposés tout autour de lui la distillaient à volonté. La pièce était très lumineuse, pour une cellule enterrée à des dizaines de mètres sous terre. Trop lumineuse. Pourtant ce n'était pas ce néon blafard couvert de crasse qui enluminait les 4 mètres carrés de l'endroit. Que disiez-vous, fit Ashley en se secouant? Il n'a pas été transféré, répéta le vieux bonhomme. Où est-il? Il a disparu tout bonnement. Disparu. Disparu, anéanti, volatilisé, pouf, plus rien. Le scientifique détestant le genre humain, les enfants, les femmes, les animaux, l'autorité, refusant la joie de vivre, voyant tout en noir. Cet homme-là n'est plus. Tout le mal qui le rongeait depuis tant d'années s'est envolé comme par miracle lorsqu'il a été touché par la grâce. Le miracle, la perfection génétique. Comment? Vous voulez dire qu'il s'est injecté le cocktail génétique et qu'il a survécu? Bien sûr, assura le vieux bonhomme, puisque vous l'avez devant vous. Quoi? S'exclama Bradford. Il resta totalement interdit, de longues secondes, cherchant dans le visage du prisonnier des traits similaires à ceux de Nicolas Thibault. Il fut incapable de reconnaître quoi que ce soit, sauf les yeux. Les yeux lui parlaient. Les gènes l'avaient vieilli de 30 ans en l'espace de quelques jours. Il avait résisté, mais à quel prix? Bon sang! Thibault? Ah merde, que vous est-il arrivé? Mais c'est l'évidence même, jeune homme, je me suis transformé. En vieillard? Ne vous fiez pas aux apparences. Le cocktail génétique réservait d'immenses surprises que j'ai découvertes seul ici au calme. Tous ces gènes inconnus avaient une utilité bien précise. Tous. Amour, bonté, générosité, pardon, candeur, dévouement, pureté, compassion. Tous ces sentiments magiques si humains et perdus au cours du temps. Des gènes sentimentaux? Des gènes de qualité, s'étonna Bradford. Pas seulement des gènes, des milliards de gènes de magie, de contes, de vision de l'invisible, de l'imaginaire. La compréhension universelle de tous les langages, la divination des moindres désirs, la concrétisation des vœux. C'est insensé, vous êtes un vieux fou, exulta le mécène. Oui, un vieux fou, j'ai cette folie enfantine issue des bâtisseurs de légendes. Je suis le concentré d'impossible, le plus vieux rêve de l'humanité. Mais qui êtes-vous, trembla Bradford. Mais c'est l'évidence même. Le Père Noël. Santa Claus, si vous préférez le nom que me donnent les petits Américains. Vous vous foutez de moi, s'insurgea l'émissaire du MIT. J'ignore par quel truchement vous avez réussi à changer d'apparence, mais je vous jure que vous allez tout m'avouer en me suppliant d'abréger vos souffrances. Bradford ouvrit sa mallette et en retira des produits toxiques, une seringue et une aiguille. Vous serez intarissable, jura-t-il. Mais pourquoi m'injecter toutes ces choses, puisque je ne vous mentirai pas?
J'en serais bien incapable d'ailleurs. Le mensonge ne fait pas partie de mon héritage génétique, ajouta Nicolas en offrant un sourire si désarmant que Bradford fut dans l'incapacité de plonger l'aiguille dans le flacon de pain total. Balbutia l'apprenti tortionnaire. Oh oh, fit Nicolas en chantonnant, tout en paraissant comprendre l'attitude de son interlocuteur. Je vous comprends mieux à présent. Pourquoi? Parce que j'ai appris à vous connaître, jeune homme. Comment, en quelques secondes? C'est l'un de mes privilèges. Je n'y crois pas. Allons, allons. Vous avez envie de croire, je le sais, vous le savez. N'avez-vous pas entendu les chants de Noël en venant ici? Hein? Oui, je le lis dans vos yeux. Quoi, qu'y a-t-il, mes amis? Ajouta Nicolas, semblant s'adresser à une assemblée de personnages invisibles aux yeux de Bradford. Oui, 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 nous allons rentrer bientôt chez nous, je vous le promets. Mais avant de partir, il va me falloir bien me couvrir, car il va faire si froid là-bas. Je m'occupe de vous et de notre foyer dès que j'en aurai fini avec Ashley. Alors, Noël, c'est dans quelques mois, mais rien ne vous interdit de me confier vos vœux pour la plus longue nuit de l'année. Que souhaitez-vous? Mais vous êtes fou, vous ne pouvez pas exister. Vous êtes une invention pour amadouer les gosses. Allons, allons, ne faites pas l'enfant. Dites-moi donc si vous ferez plaisir. Nicolas ferma les yeux un bref instant et les rouvrit. Puis il poursuivit. Oh, je vois. Je comprends votre souffrance. Cet enfant que vous n'avez jamais eu avec votre femme reviendra bientôt. Patience, mon ami. À la fin de l'été prochain, des pleurs enfantins égayeront votre demeure. La bonne nouvelle viendra avec la nuit de Noël. Comme... Comment saviez-vous que... La magie de Noël. Un sifflement aigu emplit soudain la pièce. Le rubis rouge, dissimulé dans la poche de l'intérieur de Bradford, s'illumina et passa au travers de l'étoffe sans lui causer le moindre dommage. Il demeura en vol stationnaire, suspendu dans le vide, rouge écarlate. Une veste chaude, rouge et blanche, un pantalon de la même couleur, des bottes et un ceinturon furent éjectés du cristal sans que l'envoyé du MIT puisse expliquer par quel prodige ça avait eu lieu. Ils vêtirent Nicolas en un clin d'œil. Puis une nuée de lutins aux oreilles pointues, de gnomes bigarrés, de farfadets sympathiques se matérialisa devant lui et congratula le Père Noël. La pierre précieuse se posa dans la main de ce dernier. Il adressa un dernier salut à Ashley Bradford et il disparut sous ses yeux instantanément, emmenant toute sa cour miniature avec lui, avalée par le rubis. Le sifflement aigu devint insoutenable, la pierre rougeoya comme le cœur d'un astre stellaire et fusa à travers le plafond, transperçant toutes les couches de terre le séparant de la surface. Bradford fut rejoint par ses deux acolytes. Il fut incapable de communiquer si ce n'était pour dire J'ai j'ai vu j'ai vu le Père Noël. Je l'ai vu. Il était là. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Cela lui valut un internement en unité de soins psychiatriques.